VOA Afrique. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver ce jeudi dans Washington Forum. Cette semaine, retour sur la Gambie après la volte-face de Yahya Jammeh sur les résultats de l'élection présidentielle. Intense pression internationale pour que l'ancien président quitte le pouvoir. Qui peut convaincre Yahya Jammeh d'accepter définitivement le résultat des urnes? Quel est le rôle de l'armée dans cette crise? Et quelle est la marge de manœuvre de l'opposition dans ce bras de fer? C'est tout de suite dans Washington Forum. L'espoir d'alternance suscité par les résultats de la présidentielle en Gambie aura été de courte durée. On fait le point sur ce revirement de situation avec Eric Manirakiza. En sa qualité de présidente en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, Ellen Johnson Sirleaf s'est rendue mardi à Banjul en compagnie de 4 chefs d'État pour dissuader Yahya Jammeh de s'accrocher au pouvoir. Mais aucun accord n'a été obtenu sur son départ. Madame Johnson a jugé inacceptable le comportement de Yahya Jammeh qui, dit-elle, menace la paix en Gambie et dans toute la sous-région. Pour sa part, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Samantha Power, a parlé lundi d'un moment très dangereux pour ce petit pays d'Afrique de l'Ouest. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a de son côté condamné la fermeture sans explication des locaux de la commission électorale. Il a exhorté l'armée gambienne à s'abstenir de tout acte pouvant entraver le transfert pacifique du pouvoir. Le ministre sénégalais des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye, qui avait appelé à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité, a averti Yahya Jammeh de ne pas s'en prendre aux intérêts du Sénégal en Gambie. Malgré toutes ces pressions, Yahya Jammeh campe sur sa position. Un sommet de la CEDEAO prévu samedi à Abuja au Nigeria va encore se pencher sur la crise gambienne. Et avec nous dans cette émission, nous aurons peut-être depuis Dakar Sidat Job, qui est l'ancien ministre des Affaires étrangères de la Gambie. Mais tout de suite, nous rejoindrons à New York Jim Warmington. Vous êtes chercheur pour la division Afrique de Human Rights Watch à New York, je disais. Et avec nous sur ce plateau, notre collègue Abdourahmane Dia. Vous êtes journaliste ici à VOA Afrique. Bienvenue à vous tous dans ce numéro de Washington Forum. Alors, messieurs, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est les élections, est-ce qu'elles ont été justes et transparentes? On sait qu'il y a eu un recomptage, mais que finalement, le résultat n'a pas changé avant cette volte-face de Yahya Jammeh. Abdourahmane, comment est-ce que vous avez observé ce scrutin? Moi, je dirais que jusqu'à preuve du contraire, le processus a été transparent, démocratique. Et le président Jammeh lui-même l'avait dit, et qu'il y avait eu des changements dans le code électoral qui permettaient le décomptage juste après la fermeture des bureaux de vote, ce qui a permis d'ailleurs aux médias de donner les résultats presque de façon instantanée. Donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on doit se poser des questions sur... Est-ce qu'on peut juste revenir? Pourquoi il y a eu ce recomptage justement? Ça, je pense que c'est un peu dans le processus normal de toute élection. Maintenant, la première fois, on disait que la différence de voix était de 50 000. Ensuite, on est revenu pour dire 19 000. Mais à l'arrivée, ce qui était important, c'est que c'est la commission elle-même qui a procédé au recomptage des voix. Et je ne vois pas pourquoi on doit en douter. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Alors justement, Jim Warmington, vous aussi, vous suivez ce dossier gambien, vous avez suivi ces élections. Pour vous, sur quelle base se fonde le camp de Yahya Jammeh pour pouvoir contester ces résultats et aujourd'hui faire volte-face? Oui, en fait, Human Rights Watch, comme vous savez, nous ne sommes pas une organisation qui évalue les élections. Donc c'est difficile pour nous de faire beaucoup de la lumière sur la crédibilité de ces élections. Mais je crois que ce qu'on peut dire sûrement, c'est que maintenant, si on voit l'état de la communauté internationale, c'est clair qu'il y a une consensus que l'approche qu'il faut prendre pour l'avenir de la Gambie est la sortie de Yahya Jammeh.
Et donc, je crois que, comme vous avez dit, que Yahya Jammeh est en train de contester les résultats. Il a dit qu'ils se font sur la base du recomptage des votes par la commission électorale. Mais je crois que si on voit un peu la réaction de la communauté internationale, à ce moment, le message, c'est que c'est trop tard pour ce type d'approche et que le peuple gambien a pu voter librement pour le candidat. Et c'est cette approche, je crois, que la communauté internationale va suivre. Alors justement, vous qui suivez ce dossier de près, comment est-ce qu'on explique ce revirement de Yahya Jammeh? Qu'est-ce qui a fait qu'il a changé d'avis? Oui, en fait, c'est une bonne question. Avant les élections, Human Rights Watch a publié un rapport qui ont constaté les tactiques, les stratégies qui ont été utilisées par Yahya Jammeh pour qu'il puisse contrôler le processus électoral. Juste par exemple, il a dominé la presse de l'État avant que la campagne électorale ait commencé. Il a bien sûr emprisonné plusieurs leaders de l'opposition. Oui, on reviendra justement sur Tout à fait. Mais ça. C'est pour dire qu'avec toutes ces tactiques, je crois qu'à la fin, il a été assez étonné qu'il a perdu. Je crois qu'il n'avait pas en tête une stratégie pour gérer une situation où elle a perdu les votes. Et donc, quand les résultats sont sortis, je crois que franchement, il a été un peu surpris et n'avait pas en tête comment gérer cette situation. Donc, pour moi, ce qui est le cas, c'est la vote-face qui n'est pas étonnante, c'est le fait qu'il a concédé même au début du processus. Alors justement, c'est vrai que durant tout ce processus électoral, on a été surpris de la façon dont il a accepté sa défaite dans le calme. Abdourahmane, vous êtes d'accord avec cette lecture justement? Il a été tellement surpris de perdre que finalement il fait volte-face. Est-ce que c'est ça qui peut expliquer ce revirement de situation? Je pense qu'il ne s'attendait pas à perdre des élections comme ça, et effectivement. Mais pourquoi avoir accepté alors? Justement, il a accepté, à mon avis, parce qu'il ne pensait pas qu'il pouvait perdre une élection en Gambie. La veille, il disait qu'il était prêt à régner 1 milliard d'années. Il était tellement confiant que les Gambiens l'aimaient. Donc, certains, en tout cas, pensent qu'il n'a pas mis en place le système qu'il fallait pour pouvoir tricher les élections en cas de défaite. Et donc le processus était vraiment transparent d'après beaucoup de personnes qui sont des observateurs de la scène gambienne. Maintenant, on continuera peut-être pendant des années à se poser la question qu'est-ce qui a pu se passer et pourquoi en l'espace d'une semaine il est revenu sur sa décision. En tout cas, il a bien prouvé qu'il restait un dirigeant imprévisible. L'autre acteur justement de cet épisode gambien et au milieu de ce tumulte-là, justement, c'est le président élu, Adama Barrow. Adama Barrow qui a fait l'unanimité, au moins dans l'alliance de l'opposition, jusqu'à remporter ce scrutin. Salwa Jafari a pu le joindre cette semaine par téléphone et je vous propose d'écouter un extrait de cette interview. Je ne sais pas exactement pourquoi il a changé d'avis, mais je pense que c'était une erreur. Peut-être certaines personnes l'ont convaincu de changer d'avis, je ne sais pas. Mais je pense que c'était une erreur. Il a été président pendant 22 ans. Les Gambiens ont décidé autrement, ils l'ont retiré du pouvoir. Il devrait faire preuve de bonne foi. La Gambie, c'est plus important. Il devrait mettre de côté tout intérêt égoïste et il devrait être un homme de principe et accepter la défaite. Il aurait dû m'appeler pour me féliciter et laisser les choses ainsi. Alors justement, Adama Barrow se retrouve face à un président qui change d'avis. Un coup le félicite, un coup finit par dire non, je reste à ma place. Quelle marge de manœuvre est-ce qu'il a pour pouvoir le convaincre de rendre le pouvoir? Je pense qu'il faut peut-être analyser un peu l'attitude du président élu Adama Barrow jusqu'à présent. A été très conciliant et certains même l'accusent d'être un peu trop mou dans sa réaction. Je pense qu'il est en train de tout faire pour montrer qu'il va être
vraiment fair play et ne pas créer un peu une confusion sur ce qu'il veut faire de l'après-Diamé. Et je sais que certains essaient de justifier la volte-face de Diamé en disant que c'est parce qu'on l'a menacé de poursuite. À aucun moment, lui en tout cas, n'a parlé de poursuite. Peut-être ce sont les organisations de défense des droits de l'homme qui ont demandé des comptes et là, personne ne peut les empêcher de le faire. Alors justement, Jim Worthington, est-ce que Human Rights Watch a déjà approché le président élu ou du moins son entourage pour justement parler de ces sanctions, parler de ces poursuites qui pourraient être à l'encontre de Yahya Jammeh? Oui, en fait, c'est une période très sensible. Il faut dire, bien sûr, avec une transition qui n'a pas toujours fini. Et nous, comme Human Rights Watch, nous avons été très sensibles en sachant que ce n'est pas le moment actuellement pour pousser qu'il y ait les poursuites à la part de Yahya Jammeh. Je crois qu'aussi, c'est important ce que votre collègue a dit, que en fait, à aucun moment, le président élu Barrow a demandé que Yahya Jammeh soit poursuivi. Peut-être qu'il y avait 1 ou 2 articles qui sont sortis en disant que c'était la priorité de son administration, mais en fait, c'était juste les porte-paroles officieuses et pas officielles. Et donc, ce qu'il faut dire, je crois que pour moi, quand on analyse la situation, ce soit quelqu'un qui a été en pouvoir pendant moins de 2 ans et qui ne veut pas partir. Ce n'est pas une question qu'il y a une menace ou une erreur qui a été faite par l'opposition qui veut dire que Yahya Jammeh veut rester au pouvoir. Nous-mêmes, avec notre communication avec la nouvelle administration, on parle bien sûr de la nécessité de renforcer l'état de droit, de renforcer les droits de l'homme. Et il y aura pour l'avenir une discussion qui comprend quelles seront les mesures de justice qu'il faut prendre. Mais maintenant, ce n'est pas le moment pour le faire, c'est le moment maintenant pour assurer qu'il y ait une transition paisible qui se passe. Alors justement, dans cette transition paisible, vous mentionnez tout à l'heure, Jim Worthington, les opposants certains opposants qui ont été libérés très récemment. Est-ce que l'opposition, est-ce qu'une certaine partie de la société civile, bien qu'on sache qu'il y ait beaucoup d'exilés, est-ce que ce sont aujourd'hui ces acteurs-là qui peuvent aider à remettre le pays sur les rails, notamment peut-être en faisant en sorte que Yahya Jammeh puisse rendre le pouvoir? Est-ce qu'ils ont du poids aujourd'hui? C'est sûr que la société civile gambienne et l'opposition gambienne ont beaucoup de pouvoir. C'est grâce à eux qu'on est dans cette situation où on voit une fenêtre peut-être qui va permettre une nouvelle époque de droits de l'homme de la Gambie. En même temps, toute solution, c'est clair, va nécessiter aussi une forte intervention, disons, politique au moins, de l'Afrique de l'Ouest, des États de l'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO, des Nations Unies, parce que c'est sûr qu'actuellement, pour persuader Yahya Jammeh de quitter le pouvoir, ça va nécessiter une pression qui arrive de plusieurs niveaux. D'abord, comme vous avez dit, la société civile, mais aussi la communauté internationale. Effectivement. Et sur le plan international, Abdourahmane, on sait que la CEDEAO a dépêché une délégation avec pas plus ni moins que la présidente libérienne, le fraîchement président élu du Ghana, ou encore le président... exactement. Est-ce que la CEDEAO a des leviers suffisamment efficaces pour pouvoir le faire changer d'avis? Bon, la CEDEAO va se rencontrer samedi en sommet extraordinaire. On va voir ce qui va se passer. Mais si on se base sur un peu l'histoire, c'est difficile de croire que la CEDEAO pourra imposer quoi que ce soit à Yahya Jammeh. Je pense qu'à un moment, il appartiendra au peuple gambien et également à la société civile au moins initier des actions à l'interne pour pouvoir bénéficier du soutien qu'il faut au niveau international. On a vu les Nations Unies, les États-Unis. La CEDEAO, on parle d'option militaire, mais cette option ne me semble pas très viable et même plausible quand on se demande quels sont les pays qui peuvent contribuer des troupes, à part le Sénégal, je n'en vois pas trop. Le Nigeria traverse une crise économique et fait face aux défis sécuritaires avec Boko Haram. Et c'est le pays qui avait l'habitude de contribuer au niveau de l'ex-ECOMOG, la force ouest-africaine. Donc aujourd'hui, les options sont très limitées. La menace d'une instabilité, elle est réelle, mais il faut au moins qu'il y ait une action initiée au niveau de la Gambie.
En tout cas, on reviendra sur cette question de l'armée, intervention ou non, et quid de l'armée gambienne elle-même. J'aimerais qu'on prenne tout de suite ce témoignage d'un des étudiants de l'université de Banjul, un témoignage de la frustration des étudiants. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Pouvez-vous imaginer, depuis l'indépendance, depuis 1965, nous n'avons eu que 2 leaders. C'est embarrassant. Nous sommes en train de nous mobiliser sur les médias sociaux. Nous appelons le pays, nous envoyons de l'argent. Il faut que les jeunes et les Gambiens en général saisissent cette opportunité parce que nous nous sommes battus pour l'avoir. Nous ne devons pas laisser passer cette occasion. Ce serait une catastrophe, une grosse erreur. Pas seulement pour notre génération, mais pour les générations à venir. Jim Warmington, on va revenir très vite vers vous. Vous avez entendu ce témoignage de cet étudiant gambien. Est-ce que, je suppose qu'en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, vous avez dû entendre plusieurs témoignages de ce type. Qu'est-ce que vous en retirez? Qu'est-ce que vous retenez? Oui, en fait, je crois que c'est ça, c'est la tragédie de la volte-face de Yahya Jammeh. C'est qu'on a vu beaucoup d'espoir, beaucoup d'ouverture, beaucoup de liberté qui a été engendrée par cette décision d'accepter les résultats. Et on a vu par exemple la presse gambienne qui a pu parler plus librement que jamais avec les perspectives de l'opposition qui ont été présentées dans les journaux, dans la radio. Et déjà, juste dans quelques jours depuis la décision de Yahya Jammeh, on a vu une peur qui a été rétablie parmi la presse, parmi la société civile, qui ne sait pas exactement quelle sera la réaction des forces de sécurité. Effectivement. S'ils prennent les positions contre Yahya Jammeh. Donc c'est ça un peu la tragédie de la décision de Yahya Jammeh, et c'est pour ça que vraiment qu'il faut qu'il y ait un changement. C'est déjà la fin de cette première partie. On revient tout de suite après cette courte pause. Vous et nous, c'est votre émission. Une émission qui parle de vous, mais aussi de nous. Un nouveau regard sur l'Afrique et les États-Unis. Tout ce qui nous passionne et donc nous rapproche. Racontez-nous vos histoires. Et nous vous raconterons les nôtres. Vies africaines. Vie américaine. Vous et nous, c'est ce que nous avons en commun. Et aussi ce que nous apprenons les uns des autres. La vie. Vous et nous. Vous et nous. Ensemble. De retour dans ce Washington Forum consacré une nouvelle fois à la Gambie. Quelle sortie de crise pour le pays? Quel avenir politique pour ce petit pays enclavé dans le Sénégal? Au pouvoir depuis 1994, Yahya Jammeh dirigeait la Gambie d'une main de fer. Fantasque, l'ancien président a autant marqué par ses déclarations mystiques que par ses violations des droits de l'homme. Retour sur ses 22 ans de règne sans partage avec Claire Morin-Gibourg. À la veille de l'élection, Yahya Jammeh était encore comparé à Amin Dada ou Bokassa par la presse africaine qui, désabusée, ne croyait pas au renouvellement de son mandat. Porté au pouvoir par un putsch en 1994, le lieutenant Jammeh est vite connu pour ses dérives autoritaires. La presse est muselée, des activistes sont emprisonnés, des opposants torturés. Adepte des discours anti-impérialistes, il claque la porte du Commonwealth en 2013 et déclare la fin de l'anglais comme langue officielle. En décembre 2015, à la surprise générale, il proclame la Gambie République islamique. À partir de ce jour, la Gambie est une république islamique. Le président Jammeh a multiplié les déclarations fracassantes. « Je suis le président qui guérit le sida », a-t-il affirmé en 2007, grâce à un traitement à base d'herbes médicinales et d'incantations. Et il n'hésite pas à comparer les homosexuels à de la vermine. Tyran mystique pour les uns, monarque absolu pour les autres, Yahya Jammeh aura toujours été imprévisible. En reconnaissant sa défaite et en félicitant son adversaire, il avait surpris la scène internationale, une surprise qui aura été de courte durée.
Et on rejoint tout de suite à Dakar l'ancien ministre des Affaires étrangères gambien, Sidat Job. Monsieur le ministre, merci beaucoup de nous rejoindre dans cette émission en plein milieu déjà de ce débat. Nous étions en train d'aborder la question militaire justement pour l'avenir de la Gambie. Aujourd'hui, on sait qu'il pourrait y avoir une sortie de crise ou non selon la place que va jouer l'armée, le rôle de l'armée justement dans cette question, dans cette crise. Sidat Job, comment est-ce que vous analysez ça? Est-ce que l'armée va rester aux côtés de Yahya Jammeh sous ses ordres ou est-ce qu'elle pourrait justement faire basculer la situation? Je vois mal l'armée tourner le dos à Yahya Jammeh parce qu'en fin de compte, c'est pas une armée. Yahya Jammeh a détruit l'armée nationale. Il a implanté des soldats partout. On a été promu de sergent à général, d'autres en lieutenant. Donc, on ne compte pas sur l'armée de tourner le dos en devenant une armée républicaine. Mais est-ce que vous pensez que l'armée imaginons, allons jusqu'au bout de la théorie, est-ce que l'armée pourrait forcer justement le résultat des urnes qui a donné Adama Barrow gagnant et vouloir imposer à nouveau Yahya Jammeh, autant parler de coup d'État si jamais c'est le cas, dans le pire des scénarios? Est-ce que vous envisagez ça? C'est ce que Yahya Jammeh est en train d'essayer d'avoir. C'est la raison pour laquelle il avait fait la promotion de tous les hauts gradés de l'armée. Madame, pour être précis, c'est pour vous dire que Yahya Jammeh ne pourra pas du tout utiliser l'armée pour les Gambiens et qu'en fin de compte, l'armée attend une intervention étrangère parce qu'il les a tellement psychologiquement conditionnés qu'ils ne peuvent pas se tourner contre lui. Mais je vous assure, l'armée est son première victime. Combien de soldats... Si je note bien, si vous permettez, excusez-moi, pour que nos téléspectateurs comprennent bien, vous êtes en train de nous dire que selon vous, selon votre analyse, Yahya Jammeh a déjà préparé psychologiquement et certainement militairement son armée pour pouvoir faire face à une intervention extérieure? Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit il a tellement conditionner son armée qu'ils ne peuvent pas du tout tourner le dos contre lui. C'est la raison pour laquelle on a l'impression qu'ils sont tout à fait derrière lui. D'accord, mais si demain la CEDEAO décide d'envoyer des hommes... On ne peut pas résoudre le problème, madame. On ne peut pas résoudre le problème sans intervention extérieure. C'est ce que je voulais dire. D'accord, mais est-ce que l'armée gambienne est prête à affronter une intervention extérieure? Par exemple, imaginons que la CEDEAO décide d'intervenir. Dès que ce sera effectivement décidé, il y aura la débandade et ils ne peuvent pas faire face à une armée de la CEDEAO. Jim Warmington, je vais revenir vers vous. Si jamais il y a une intervention militaire, on va encore une fois parler de la défense des droits de l'homme. On sait que Yahya Jammeh est arrivé au pouvoir en tant que capitaine par un coup de force et qu'il a tenu justement l'armée aussi d'une main de fer. Yahya Jammeh, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on lui reproche? Qu'est-ce que vous, ONG de défense des droits de l'homme, vous lui reprochez clairement? Clairement, il a été en pouvoir pendant 22 ans, pendant qu'on a vu les violations graves contre les journalistes, contre les opposants, y compris les détentions arbitraires, la torture et les disparitions forcées. Mais en fait, je voulais juste aussi un peu revenir sur le point de l'action de la CEDEAO. C'est pour dire que je crois qu'il y a une contradiction actuellement avec la politique parce que, comme votre collègue a dit, je crois que c'est peu probable qu'il y ait une intervention militaire avant qu'il n'y ait pas une résistance au niveau de la Gambie. Et ce qui est difficile maintenant, c'est que on ne veut pas qu'on attende pour qu'il y ait les violations massives ou systématiques des droits de l'homme pour qu'il y ait une action plus forcée de la CEDEAO. Il faut qu'il y ait une façon de démontrer à Yahya Jammeh que dès qu'il y a une violation aussi grave que ça des droits de l'homme, qu'il y aura une réaction de la CEDEAO qui est au niveau nécessaire pour l'enlever. Donc si on peut démontrer que la CEDEAO a la volonté politique de le faire, je crois que c'est plus probable que Yahya Jammeh va céder lui-même le pouvoir
sans qu'il y ait les violations. Donc il faut qu'on démontre que la volonté politique existe pour qu'ils puissent concéder. Alors justement, comme chaque semaine, vous êtes nombreux à réagir sur notre page Facebook de voaafrique.com. On va prendre tout de suite certains de vos commentaires. Il y a Abou Rayhan au Bénin qui nous dit « Je suis sûr que si l'Union africaine décide d'user de la force, ça va exploser », même si le président sortant avait évité cela dès le début. Il y a Amidou Amadou Hassan au Niger qui nous dit « Je préfère 1000 fois un dictateur autocrate, patriote et bosseur qu'un soi-disant démocrate qui fait le jeu de l'Occident ». Et enfin, Emmanuel Bachi au Congo qui nous dit « Le comportement de Yahya Jammeh est perçu comme une maladie dont nos dirigeants africains doivent se débarrasser le plus vite possible pour que l'Afrique avance ». Monsieur Sidat Job, je vais revenir rapidement vers vous. Pour vous, aujourd'hui, quelle est la solution pour sortir de cette crise gambienne? Rapidement. Madame, pour sortir de cette crise, je suis désolé de vous dire que la seule chose logique, c'est une intervention de la CEDEAO. Mais sous quelle forme? Yahya Jammeh a tellement commis des crimes. Malheureusement, il dit que c'est parce que Barrow l'a accusé de le produire devant les tribunaux. C'est pas ça la réalité. Madame, est-ce que vous avez évalué l'opération? Yahya Jammeh nous fait toutes ces folies. Il déplace 4 chefs d'État de l'ECOWAS, de la CEDEAO. Ils viennent en Gambie, ils lui parlent. Il propose même que si Barrow pouvait accepter d'être le vice-président, lui sera le président. Mais rapidement, s'il vous plaît, parce que le temps file. Quelle est la solution pour vous? Quel est le scénario qu'il faut mettre en place? Non, mais la solution, je vous l'ai déjà dit, c'est une intervention militaire parce qu'il ne changera pas d'avis. Merci. Merci beaucoup. Le temps file dans cette émission, mais on va prendre tout de suite, on va revenir sur cet autre fait marquant de l'actualité en Afrique de l'Ouest cette dernière semaine, qui est l'alternance dans le calme au Ghana avec la victoire de Nana Akufo-Addo. On sait que le Ghana a déjà eu plusieurs gouvernements depuis 35 ans, de Jerry Rawlings à John Kufuor, de John Atta Mills à l'actuel président sortant John Dramani Mahama. Ils n'ont pas manipulé la Constitution pour rester en place. Il a fallu que le pays passe par différentes phases, douloureuses parfois. Et on fait le point aujourd'hui, 12 ans de parti unique, 23 ans de régime militaire, 23 ans de pluripartisme. Abdourahmane, le Ghana, c'est un petit peu la bouffée d'air après le scénario gambien pour l'Afrique de l'Ouest. Et pour la petite histoire, le vendredi même où Yahya Jammeh revenait sur sa décision, c'est le jour même pratiquement qu'on a annoncé la victoire de l'opposant en Gambie et personne n'en parlait. Et on parlait plus de Yahya Jammeh. C'est assez ironique que le président ghanéen fasse partie de cette délégation de la CEDEAO à Banjul. Donc je crois que c'est un peu la photo un peu contrastée de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. D'un côté, on a des pays où la démocratie marche, on a des alternances, et des pays où vraiment c'est encore des difficultés pour passer d'un régime à un autre de façon pacifique. Donc le Ghana, aujourd'hui encore, montre l'exemple que c'est possible, on peut aller aux élections et perdre et passer à autre chose. Mais la question, c'est est-ce qu'un pays comme le Ghana, avec une démocratie qui là est stable, est-ce qu'un pays comme ça, au sein de la CEDEAO, on l'a vu dans cette délégation, peut peser suffisamment pour justement éviter un scénario catastrophe? Monsieur Job nous le disait tout à l'heure, une intervention militaire, c'est ce qui pourrait régler la situation en Gambie. Est-ce que le Ghana peut peser aujourd'hui? Je l'espère bien, mais et avant de parler d'intervention militaire, je pense qu'il y a d'autres étapes. Il y a la mobilisation interne, il y a les sanctions avant de parler. Mais je pense que des pays comme le Ghana, effectivement, peuvent jouer un rôle. Merci beaucoup, merci à tous nos invités, à Jim Warmington et Monsieur le ministre Sidat Job depuis Dakar. C'est sur cette note positive que nous allons terminer cette émission. Merci à nos invités et à vous pour votre fidélité. Un clin d'œil à toute l'équipe et à Radio Nostalgie FM à Ouagadougou. À la semaine prochaine.